Salut tout le monde, Jeff Plante est mon nom. Je serai votre animateur. Animateur, non, tiens, votre conférencier pour les prochains moments, pour vous expliquer quelque chose qui m'a été, et ça a été à la demande générale. Bon, j'exagère un petit peu. Disons que quelques personnes me l'ont demandé dans le fond, de mettre disponible l'essentiel de la conférence que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps sur l'incohérence du message de droite au Québec. Vous savez que, bien sûr, on a eu des problèmes à véhiculer le message de droite au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait pas rien pour porter le message de droite. Évidemment, nous sommes orphelins politiques depuis bientôt 50 ans. Bien sûr qu'il y a eu des partis qui, quelquefois, ont porté des idées de droite. On ne peut pas dire le contraire. Le dernier en date, ça a été l'Action démocratique du Québec, qui n'était pas un parti de droite. Il a porté quelquefois des idées de droite, et on en reparlera un petit peu plus loin, mais ce n'était pas un parti de droite. C'est un parti qui a été fondé sur un quiproquo constitutionnel avec des libéraux défroqués qui voulait quelque part faire un petit peu la souveraineté et qui croyait pas le premier ministre d'alors, M. Robert Bourassa. Donc, c'est fondé sur une petite chicane constitutionnelle, un peu comme le Bloc. Donc, c'est un parti qui était condamné à mourir vu qu'il n'a pas voulu changer et s'en venir un parti traditionnellement conservateur du Québec. Ce parti-là était condamné à mourir et c'est ce qui est arrivé. Bien sûr, à gauche, de l'autre côté, ils ont eu des véhicules idéologiques très importants. Ils ont eu, bien sûr, le Parti québécois et tous les mouvements qui ont été autour de ça, le MSA, tout ça. Même si le MSA n'était pas nécessairement traditionnellement à gauche, mais ça s'est transporté dans le véhicule du Parti québécois était vraiment ouvertement, grandement à gauche. Ils ont parlé à gauche, ils ont réglementé à gauche, ils ont gouverné à gauche. Ils ont vraiment parlé tout le temps ou presque à gauche. Vous avez aussi bien sûr les unions, les syndicats, qui bien sûr sont aussi à gauche. Et les syndicats, vous savez qu'au Québec, ils ont la parole facile, on les entend un petit peu partout. Donc, ils ont porté eux aussi le message de gauche. Et bien sûr, faut pas les oublier, les médias. On dit que dans le monde civilisé, des études avaient démontré, autant aux États-Unis qu'en France, qu'au-delà de 80% des journalistes parlent à gauche. Et ça, c'est de leur aveu propre, de leur propre. C'est eux qui le disent. J'ai tendance à croire qu'au Québec, c'est même un tout petit peu plus élevé que ça. Je serais pas surpris qu'on soit à peu près autour de 90% des médias qui parlent davantage à gauche qu'à droite. Mais ça, évidemment, c'est mon appréciation bien personnelle. Vous pouvez avoir votre opinion à vous. Mais ça serait bien étonnant que les médias au Québec soient plus à droite que les autres en Occident. Ça, c'est... en tout cas, je laisse ça à votre appréciation, mais on se comprend. Donc, il était dur pour les idées de droite de franchir un peu cette ligne-là. Bien sûr, il y a eu une certaine droite économique, quand on peut penser par exemple à l'Institut Fraser, à l'Institut économique de Montréal, qui ont pu passer tranquillement, tant bien que mal, et avec le temps, parce que ça leur a pris du temps à percer, ils ont pu tranquillement amener des messages, parce qu'évidemment c'était bien documenté, bien fouillé, c'était économique, c'était des chiffres, et entre vous et moi, aussi important que ce soit de parler de chiffres, parce que bien sûr le Québec s'en va down the drain, euh, vous savez aussi que ça intéresse malheureusement bien peu de gens. Ça va intéresser les intellectuels, ça va intéresser des éditorialistes, bien sûr, mais est-ce que ça intéresse l'opinion publique en général? Pas toujours. Par contre, il faut reconnaître que ces gens sont des précurseurs et qu'on doit les écouter et qu'on doit les inclure dans l'équation si on veut changer le paradigme et tirer la fenêtre d'Overton vers la droite. Évidemment, ils en sont les précurseurs parce qu'ils commencent tranquillement à établir les assises d'une droite et c'est très important. Mais déjà, on doit se poser une question. Et la question principale qu'on doit se demander, bien sûr, la question numéro un, qu'est-ce que la droite? La réponse, évidemment, n'est pas simple, mais on va l'illustrer avec quelques concepts. Et le premier concept de la droite, c'est l'acceptation du droit naturel. Bien sûr, des gens vont vous dire avoir un plus petit État, tout ça. Bien sûr, je veux dire, c'est parallèle à ça. Mais ce qui fait que la droite colle, c'est l'acceptation du droit naturel. Alors, qu'est-ce qu'est le droit naturel, vous allez me demander? Je vais vous répondre par c'est quoi son opposé, c'est le droit positif. Parce que si on veut définir l'un, on doit définir l'autre aussi, et c'est ce qu'on va faire.
Donc, qu'est-ce que le droit naturel? Ça désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines. Il y a quelqu'un aux États-Unis, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le juge Andrew Napolitano. Donc, le juge Napolitano fait souvent des conférences, des émissions de télé. Vous avez très certainement vu des clips de lui circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il est très bon. C'est quelqu'un qui a le sens de la formule et qui explique et qui maîtrise très bien, entre autres, la Constitution américaine. Et il va dire quelque chose qui revient très souvent dans son discours. Your rights come from God. Ça, évidemment, si vous êtes croyant, vos droits viennent de Dieu. Ou bien de votre humanité. Donc, vos droits viennent de Dieu ou de votre condition d'humain. Vos droits ne viennent pas du gouvernement. Et ça, c'est fondamental. Chez les gens qui sont davantage à gauche, on va croire que vos droits viennent du gouvernement. Juridiquement, le droit naturel, c'est une règle considérée comme conforme à la nature de l'homme ou des choses, et à ce titre reconnu comme le droit idéal. Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique dont je vous parlais tantôt, qui dit que vos droits viennent du gouvernement ou de la collectivité. Évidemment, si la collectivité décide que la Terre est plate, si le gouvernement décide que la Terre est plate, vous devez croire que la Terre est plate. Et on a vu, dans l'histoire, que c'est pas parce que le gouvernement décide de quelque chose, c'est pas même parce que la collectivité décide de quelque chose, que c'est une bonne chose. Évidemment, c'est pour ça que c'est toujours plus difficile d'être de droite, parce que vous croyez à ce droit naturel. Ce droit naturel, c'est l'inaliénable, c'est la loi au-dessus des lois. Alors, c'est quoi le positivisme juridique dont je vous parlais, qui est en opposition au droit naturel? Donc, pour les théoriciens du droit positif, les règles de droit ne sont pas issues de la nature, ou de Dieu, si vous êtes croyant, mais des hommes eux-mêmes, ou de leurs activités. Le droit positif, c'est un droit vivant. Il regroupe donc deux courants de pensée. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais juste que vous le sachiez. Donc, un, c'est le positivisme légaliste, qui est l'idée selon laquelle le droit positif est dicté par les autorités politiques et se suffit à lui-même. Donc, pour lui, le droit et la justice sont identifiés à la loi. Donc, le positivisme sociologique, le droit positif est l'expression de la société. C'est un phénomène social à rechercher en observant la société. Donc, c'est ce qu'on veut. On regarde la société, puis on va faire nos droits autour de ça, autour de ce que la société veut, autour de ce que veut la meute, le groupe. Et l'autre courant, c'est l'idéalisme. Mais comme je vous dis, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste, vous le mentionnez, ça existe. OK? Le droit positif et le droit naturel, donc c'est deux formes de droit contraires, l'un est dicté par les hommes, la seconde par la nature. Croyant davantage au droit naturel, c'est pour ça qu'on nous appelle, nous, les conservateurs, parce qu'on préfère que nos droits viennent de Dieu si on est croyant, ou de notre condition d'humain si on ne l'est pas. C'est la même chose. Vous naissez, vous avez des droits. Vous arrivez au monde, vous avez là, intrinsèquement des droits. Peu importe ce que le gouvernement, de ce que la société peut dire, vous arrivez avec ces droits-là. Vos droits ne viennent pas du gouvernement. Alors, voilà, vous avez une belle image devant vous. Vous avez remarqué que ça se passe au sud de la frontière. On va s'attarder pour quelques instants à ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi? Parce que souvent les choses sont un petit peu plus tranchées et ça va permettre de schématiser beaucoup plus facilement ce que je veux vous expliquer. Donc, qu'est-ce que vous suggère l'image que vous voyez? Si on se dit que ça se passe dans un Tea Party, vous n'êtes pas loin de la réalité. Mais qu'est-ce que ça vous suggère? Donc ici, je vous amène une autre image. Qu'est-ce qu'elle vous suggère, celle-là? Deux choses. Vous voyez évidemment le drapeau à gauche, le Gadsden Flag, qui est le drapeau qu'on voit souvent chez les libertariens, les gens qui veulent un plus petit gouvernement. On voit le fameux serpent, puis c'est écrit en bas. Je suis désolé si c'est à l'envers. C'est écrit Don't tread on me, hein, ne me menace pas. Ne me pile pas ses pieds. Donc c'est le serpent qui vit sur son petit lopin de terre, qui écoeure personne, mais vient pas l'écœurer. C'est un petit peu la mentalité chez les libertariens. Laisse-moi mon territoire, laisse-moi vivre ma vie. Mais j'attire votre attention sur le monsieur à droite. Évidemment, oui, il y a sa pancarte, mais j'attire davantage votre attention sur son costume. Pourquoi, dans un Tea Party,
vous avez des gens qui sont costumés comme ce monsieur-là. On s'approche un petit peu de la solution. Même le mot est écrit. Donc, quelle est la Bible du droit naturel? Eh oui, c'est la Constitution américaine. Pourquoi? Parce que cette Constitution-là définit que vos droits viennent, hein, viennent de votre condition d'humain ou de Dieu si vous êtes croyant. Le fameux We the People qui a été fait, et quand on regarde l'histoire, c'est assez fascinant. Ceux qui ont écrit cette Constitution américaine figurent parmi les gens, probablement les gens les plus brillants que l'humanité n'a jamais amené sur Terre. Hein. On parle de Benjamin Franklin, tous ces gens-là qui étaient éminemment brillants. Et il y a eu évidemment, quand on lit les Federalist Papers qui ont été faits à l'époque un peu pour argumenter, pour expliquer la Constitution américaine aux masses et comment ça a été fait, comment ça a été discuté et sur quel texte ils se sont arrêtés avec leur grande sagesse. Il faut le reconnaître, ils ont été très très sages. Eh bien, ça a été quelque chose, c'était un moment majeur de la naissance de la nation et probablement un moment majeur de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que la Constitution américaine est permanente. Même si le document, au-delà de 200 ans, tous les officiels prêtent serment à la Constitution américaine a joui d'un respect quasi unanime, d'un caractère presque sacré. D'ailleurs, lorsque vous jasez avec un Américain, il n'est pas rare qu'il ait la main sur le cœur lorsqu'il parle de la Constitution. C'est un document fondateur sacré de la nation américaine. Lors de la plus grave crise qu'a connue le pays, évidemment c'était la guerre de sécession, les États confédérés se sont dotés de leur propre constitution. C'était une copie pratiquement conforme, mot pour mot, de la Constitution des États-Unis. Pourquoi? Parce que même si on s'ostine, quand le texte de départ est bon, il est bon. Quand les constats qui sont faits sont les bons, pourquoi essayer de changer et de réinventer la roue? Les 10 premiers amendements qui forment la Déclaration des droits, le fameux Bill of Rights américain, ils affirment évidemment les droits des citoyens sous la forme d'une limitation explicite des pouvoirs de l'État, notamment en matière judiciaire. Donc, c'est pas le citoyen doit faire ceci, le citoyen doit faire cela. Non, non. C'est l'État ne doit pas interférer dans votre vie. L'État ne doit pas rentrer ici. C'est une limitation. Il ne s'agit pas de droits positifs que l'État doit garantir aux citoyens, mais d'actions, comme je disais, dont l'État doit s'abstenir à son égard. L'État ne doit pas entrer là. Un exemple, évidemment le plus connu, c'est le premier amendement, et on l'a traduit en français ici, le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion. Restons-en juste là. Donc, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, peu importe la philosophie, ça sera protégé. Vous avez le droit d'exprimer votre religion, vous avez le droit de vivre, d'avoir le libre exercice de votre religion, c'est correct. C'est le premier amendement aux États-Unis. Et c'est très sage d'avoir fait ça. Un, parce que bien sûr, ça empêche qu'il y ait un groupe majoritaire qui impose la tyrannie de la majorité à un groupe minoritaire. Et ça, c'est excessivement important. Et c'est quelque chose qu'on a de la misère à comprendre au Québec, mais pourtant, c'est hyper important aux États-Unis. Et ça permet aussi, dans la religion, ça permet aussi l'expression de l'athéisme. Bien sûr, vous avez le droit d'être athée. Évidemment, vous avez le libre exercice, donc vous pouvez croire, ne pas croire. On ne doit pas imposer, bien sûr, votre religion aux autres, mais vous avez remarqué que c'est aussi écrit « In God we trust ». Pourquoi? One nation under God. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils veulent s'imposer une valeur morale et ils reconnaissent que leur histoire est basée sur des valeurs judéo-chrétiennes. C'est tout. C'est tout. Sans imposer l'exercice d'une religion à qui que ce soit. Personne non plus ne doit restreindre votre liberté de parole ou de presse. Personne. Vous vous souvenez, par exemple, au Québec, on a parlé, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais c'était qui avait dit ça? C'était Pierre Bourgault qui avait dit à un moment donné, si on fait la souveraineté, il faudra peut-être un peu limiter la liberté de presse. Ah bon, pourquoi?
Pourquoi on devrait faire ça? En quoi c'est sain de limiter la liberté de presse? Qui est-ce qu'on sert en faisant ça? Personne. Donc, ils ont eu cette sagesse de reconnaître ça. Ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs, donc de faire des manifestations, évidemment quand c'est fait quand c'est fait civilement, mais lorsque c'est fait correctement, civilement, on ne devrait pas vous empêcher de vous lever d'aller manifester. Et lorsqu'on reconnaît, des photos que je vous ai montrées tantôt, vous savez qu'à Washington, il y a même des endroits qui sont bien bien reconnus pour des manifestations célèbres, hein, qu'on doit penser à la Million Man March de Martin Luther King, ou de plus récente mémoire aussi, il y avait Glenn Beck qui avait réussi à assembler pas loin d'1 million de personnes à Washington. C'est quand même pas rien pour un peu indiquer tes griefs au gouvernement. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire avancer une société. Si je reviens au message de Martin Luther King, le I have a dream, ben c'était pendant une de ces manifestations-là. Et est-ce que ça a fait avancer la cause des Noirs américains? Moi, je pense que oui. Et pas seulement des Noirs américains, mais aussi d'une bonne compréhension entre les individus de différents groupes. Et c'était, je crois, très important. Et ça fait partie de la façon de faire américaine, de l'exceptionnalisme américain, de reconnaître ça, même si les constats sont très durs, hein, parce qu'on parle d'une société où il y avait une ségrégation, arrive Martin Luther King, évidemment je schématise, mais puis après ça, on connaît la société, qui a maintenant un président noir à sa tête, ce qui est quand même pas rien en l'espace de 50 ans. C'est rien ça dans l'histoire, c'est une couple de secondes. Donc c'est bien beau tout ça, mais on fait quoi en 2012? Et là, je vous invite, on va faire un petit voyage, on va aller au nord, et on va arriver au Québec. Évidemment, je ne vais pas tout vous faire l'histoire de la droite au Québec, parce qu'elle était pas mal absente des derniers 50 ans. Mais tout de même, on va en jaser. Évidemment, ça c'est le dernier le dernier porteur d'une certaine droite au Québec qui ne reculait pas. Voilà. Là, on va reculer une petite dizaine d'années en arrière. En 2001. Et je vous invite à regarder les graphiques que vous voyez. Évidemment, ça c'est. Et on essaie de toujours de regarder sur le long terme. Hein, parce que quelquefois, lorsqu'on parle des intentions de vote, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a derrière les intentions de vote? Parce que c'est bien beau dire ça monte, ça descend. Mais pourquoi ça monte, pourquoi ça descend? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va regarder ensemble dans l'actualité du 15 avril 99, donc un petit peu avant le graphique, le journaliste Michel Vastel explique qu'au lendemain des élections de 94, il y avait un parti, je vous en ai parlé tantôt, qui a porté quelquefois des idées de droite, qui n'était pas un parti de droite, mais quand même, c'était la DQ, et son jeune chef serait peut-être tombé dans l'oubli sans l'intervention, et vous allez rire, de Jean-François Lisée, qui était évidemment à l'époque conseiller spécial de Jacques Parizeau. Et appuyé d'une poignée d'autres souverainistes, Lisée s'est appliqué à offrir une certaine visibilité à la DQ, à travers Mario Dumont, en lui permettant par exemple de participer aux commissions sur l'avenir du Québec. Parce qu'on savait évidemment que Dumont était fâché après son ancien chef, Bourassa, était fâché après le Parti libéral. Il était pratiquement souverainiste, hein, voulait que le Québec était en tout cas au moins très très nationaliste. Et Lisée avait fait le pari de dire, écoutez, devant le constat, Dumont aura pas le choix de s'allier à nous parce qu'on lui a donné de la visibilité. Donc, en échange, Dumont va venir du côté du oui. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, Dumont est devenu souverainiste pour gagner en visibilité. Il a marchandé sa place et on a tendance à l'oublier, hein, mais il a marchandé sa place pour avoir une place sur le stage, pour avoir une visibilité devant les Kodak, à côté du PQ, et le PQ lui a donné une très bonne visibilité. Le Parti progresse à petits pas, bien sûr, et on se souviendra que Dumont était là jusqu'au bout, jusqu'au vote en 95. Et ça a fait progresser la visibilité de Mario Dumont. En 94, la campagne de Mario Dumont était réduite au minimum, juste pour vous donner là, une idée, disposait de très peu de moyens. En 98, la DQ a eu du mal à présenter des candidats à l'élection. En 2001, la DQ a recueilli près de 100 000 $ en revenus autonomes. C'est rien, ça. Soit le double de l'année précédente.
Et comment l'ADQ a fait son argent? C'est avec son 300 000 de contribution publique. En 97, pour vous donner une idée, le parti n'avait récolté que 7 420 en cotisation. En 97. 97, c'est quand même près de 4 ans après sa fondation. Donc, 4 ans après la fondation de l'ADQ, 7 420 en cotisation annuelle. À raison de 5 la carte, ça donnait 1448 membres, soit en moyenne 12 membres par circonscription pour l'Action démocratique. En 2001, Mario Dumont déclarait qu'on pourrait envisager peut-être de privatiser des monopoles d'État. Parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, Mario Dumont se cherchait beaucoup, donc on est passé le référendum, c'est fini, il n'y a plus cette position, on parlait même pas d'autonomie à ce temps-là, donc il y a plus de oui, il n'y a plus de non, c'est évident qu'il n'y aura pas un autre référendum, en tout cas on n'est pas trop sûr, puis où est-ce que l'ADQ va se positionner, l'ADQ avait dit, ouais, bon, on a fait le référendum, il devrait y avoir des moratoires, ok, mais là, il faut que tu te positionnes, il y a des enjeux, il y a l'éducation, la santé, tout ça, il faut que tu sois quelque part, il faut que tu trouves ton branding politique. Et Mario Dumont, à l'époque, fréquentait Léon Courville, qui était plutôt à droite. Et ça avait beaucoup, beaucoup inspiré Mr. Dumont. Et là, il avait commencé à avoir des visions un peu à droite. Et c'est là que des gens comme moi se sont laissés séduire par l'ADQ. Parce qu'on s'est dit, ah tiens, peut-être que l'ADQ pourra être ce parti conservateur québécois si M. Dumont accepte là, de vraiment de traverser le pont et de dire, ben voilà, nous sommes un parti de droite. Donc, il avait quand même ouvert la porte. Il a dit on pourrait envisager de privatiser des monopoles d'État. Il avait même parlé de privatiser l'assurance-emploi, même si c'est pas du domaine québécois, mais au moins de suggérer l'idée, ça nous donnait tranquillement une idée où le parti pourrait tranquillement aller loger. À la fin de 2001, Castonguay, donc oui, la Castonguette, là, lui, là, et les docteurs Edwin Coffey et Jacques Shaouli, ça vous dit quelque chose, Shaouli, hein? Ils sortent publiquement sur le privé en santé. Le 15 septembre, l'IEDM lance un débat avec les premiers sondages à l'appui qui démontrent que les Québécois sont favorables à faire rentrer le privé en santé. Et là, l'ADQ dit, ben oui, pourquoi pas, elle répond présent, autour de décembre 2001. Alors, je vous invite sur le graphique, on va regarder, décembre 2001, l'ADQ dit présent au privé en santé. Qu'est-ce qui arrive? Donc, au début, elle est à 15%. Elle dit, je suis d'accord pour le privé en santé, elle monte à 25. Bang! 10% d'un coup. Évidemment, on en reste là. Dumont n'est pas très très habitué de faire de la politique et de maintenir le message, donc ça redescend un peu. Mais là, il sait quand même qu'il y a quelque chose là, qui se passe. Fait que là, il essaye quelque chose d'autre. En février et en mars 2002, l'ADQ parle de flat tax et de bons d'éducation. Donc, les fameux vouchers qui permettent, vous allez arrêter de financer les écoles, vous allez financer l'étudiant. Bien sûr, quand je parle de finance, on peut dire que c'est une histoire de chiffres. Non, c'est une mesure sociale. Parce que, en disant ça, on permet aux parents de choisir l'école. Donc, vous savez qu'en disant ça, vous allez avoir les syndicats contre vous, etc., etc. Donc, vous prenez une mesure, pas une mesure économique, une mesure sociale. Vous parlez pas de baisser les impôts, tout ça, là. Bien sûr, c'est sous-jacent bien à tout le message, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une mesure sociale. On parle de bon d'éducation. Et ça commence à faire jaser. Dans les médias, on en parle. On commence à poser des questions au monde. Puis là, ben, l'ADQ se plaît à commencer à l'expliquer, puis à dire, ben oui, on pourrait choisir nos écoles, on pourrait remettre en question le travail des professeurs qui travaillent pas bien. Donc, et ça permettra, si on sait que les écoles sont pas performantes, ben il y aura moins d'élèves, puis les écoles qui sont plus performantes, il y aura plus de demandes. Et ça permettra ben, d'avoir, évidemment, parce que qu'est-ce que ça fait la compétition? Ben, ça met les écoles en compétition entre elles. Et ben ça va permettre d'avoir au bout, la compétition, c'est toujours comme ça, d'avoir une meilleure qualité d'éducation. Et comme par hasard, regardez lorsqu'on en parle, février-mars, donc mars, on commence à en parler, puis là, ça monte jusqu'à 45% dans l'opinion publique. Avec une mesure sociale. Je répète, avec une mesure sociale. Je répète, avec une mesure sociale.
très, très, très important de prendre ça en considération. On n'est pas en train de dire de baisser les impôts et tout ça, là. Encore là, c'est sous-jacent. On parle d'une mesure sociale. Comme par hasard, vous en souvenez probablement, François Corriveau est élu en avril 2002 député de Saguenay. Il y avait une élection partielle. Pas longtemps après, en juin 2002, Marie Grégoire, c'est pas la plus à droite, les gens ne le savaient pas, a été élue députée de Berthier. Sylvie L'Espérance, qui est maintenant disparue, députée de Joliette, dans la même élection. Et à la porte de Montréal, à Vimont-Laval, François Gaudreau est élu aussi député, toujours en juin 2002. Évidemment, ça va avec le graphique que vous voyez. En juin, l'ADQ est très haute. 37% à peu près dans ces eaux-là, 38%. Ça te permet de faire élire ton monde. Mais là, regardez bien. Le 7 octobre 2002, en congrès, M. Dutil, qui s'occupait du financement de la DQ, oui, Dutil, Canam-Manac, oui, lui, il torpille le chef sur la flat tax. La flat tax, c'est bien sûr une mesure fiscale, mais c'est aussi une mesure, c'est philosophique la flat tax, parce que la flat tax, je vous rappelle, c'est une mesure qui permet à tout le monde de payer le même taux de taxe. Donc, c'est une mesure qui est très, 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 très juste. Donc, si vous êtes riche, vous allez payer beaucoup de taxes. Si vous n'êtes pas riche, vous n'allez pas payer beaucoup de taxes. C'est comme si vous achetez une tablette de chocolat ou si vous achetez une Lamborghini, vous allez payer le même taux de taxes. Mais c'est sûr que sur la tablette de chocolat, ça sera infinitésimalement plus petit. Mais sur votre Lamborghini, ça va peut-être être autour de plusieurs dizaines de milliers de dollars de taxes. C'est bien sûr. Ce que je veux dire par là, donc, le monsieur Dutil torpille le chef et Dumont recule. Un mois après, il recule sur les bons d'éducation. Et c'est là où ça fait mal, parce que c'est une mesure sociale. Le Devoir cite, après 2 jours de congrès, c'est dans le Devoir ça, sur le thème de la santé, la déclaration du PDG de Canam-Manac a visiblement indisposé M. Dumont. Depuis déjà quelques jours, le chef adéquiste tentait tant bien que mal de minimiser l'impact de sa valse hésitation sur le dossier du taux unique d'imposition, la flat tax, qui est pourtant l'idée maîtresse du programme fiscal de l'ADQ. Et là, regardez, en janvier 2003, le recul de l'ADQ, et on se souvient de la sortie de Marie Grégoire sur les bons d'éducation, qui avait dit que, elle était d'accord, plus d'accord. Et là, elle s'était mis à choquer, en pleine télévision. Et elle avait eu de l'air, disons que c'est pas là où elle a brillé le plus à la télévision, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Donc, les gens se disent, un peu, là, c'est quoi ce parti-là? Ils se mettent à reculer là, sur des mesures qui étaient pourtant, qui avaient de l'air basique, qui avaient de l'air d'être la pierre angulaire de leur programme, et on se met à reculer là-dessus. Donc, regardez, janvier, février, mars, et là, mars, c'est autour... donc, c'est vraiment là que ça tombe. Là. Après les déclarations de Marie Grégoire. Bang! Ça tombe creux, très creux. Et là, à l'élection, alors qu'on caracolait pas tellement longtemps avant à 45%, l'ADQ tombe à l'élection autour de 18%. Tout ça parce qu'on a choqué. On poursuit. Faisons comme l'avocat, poursuivons. Donc, évidemment, on poursuit dans les années 2000, jusqu'à l'élection, évidemment, de 2007. Je vous invite à suivre la ligne bleu foncé, celle de l'ADQ, mais vous pouvez aussi regarder les autres. On peut apprécier, quand je dis apprécier, une ligne qui est intéressante à suivre, c'est celle du Parti libéral, la rouge, qui bouge pas beaucoup, hein. Donc, ça a été le grand talent, on va dire ça comme ça, de Jean Charest, c'est d'être capable de stabiliser la courbe de ce parti-là. Et on regarde, dans le fond, ce qui a été des années de ce qu'on peut appeler ça de vache maigre de l'ADQ. L'ADQ s'est cherché pendant ce temps-là. Et on peut voir, là, suite à l'élection du PLQ, il se passe pas grand-chose. Le dossier des garderies, il y a eu un petit peu de millage de fait là-dessus, mais l'ADQ n'a pas été capable de dire vraiment, parce que c'est pas à ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'argent qui devait aller aux familles. Donc l'ADQ n'avait pas vraiment de positionnement là-dessus. Les diffusions, l'ADQ s'est pas vraiment positionné là-dessus. Le surroi. Les écoles juives, tranquillement,
un petit peu, oui, mais on n'avait pas de position. Donc on monte, on dit qu'on s'oppose. Évidemment, on a une montée, mais la montée est toujours temporaire. Les grèves étudiantes, le budget, toujours rien. Là, il y a un petit pic, peut-être autour de 27%, parce qu'il y a un vide. Et ça, c'est du swing vote qui s'en va là, parce que Landry s'en va. Ça va mal au Parti québécois, donc du vote nationaliste du Parti québécois s'en va vers l'Action démocratique. Mais c'est pas un vote qui est très très solide parce qu'on le voit après qu'il s'en va à mesure qu'il y a une campagne à la chefferie du Parti québécois. Et on a cru, en tout cas certains ont cru pendant un certain temps que le nouveau chef, et malgré ses histoires de cocaïne et tout ça, Boisclair, qui s'en venait, que le nouveau chef a réussi à faire croire à certaines personnes qu'il était peut-être un petit peu à droite. Donc, il a monté dans l'opinion publique. Évidemment, là, on a vu lors de l'histoire des congés parentaux, du budget, Mont Harford, tout ça, qu'il y avait rien. Il y avait vraiment rien. Il n'y avait pas de colonne. Donc, mais vous avez vu, l'ADQ n'a pas scoré là-dessus sur la perte de crédibilité du chef du PQ. L'ADQ n'a pas scoré. Donc, l'ADQ baisse à 15%. L'arrivée de Québec solidaire, et vous regardez Québec solidaire, évidemment, on pourrait regarder plus loin que ça, là, mais Québec solidaire a quand même généré un certain enthousiasme, et ces gens-là se maintiennent, bon an, mal an, autour de 15%. Ils vont toujours jouer là-dedans, là, 10, 15%, mais leur base, contrairement à la DQ, leur base à eux, elle est solide. Pourquoi elle est solide? Parce que c'est un parti qui ne déçoit pas si vous êtes à gauche. Ce parti-là est toujours là pour vous. Amir Kadir va toujours lancer un soulier sur George Bush, manifester contre Israël, tout ça. Donc, il va toujours vous contenter, tu sais, contenter les lubies de la gauche, là. Il va toujours vous contenter. Il ne sera jamais renié par ses propres forces. Il sera jamais remis en question trop. Il va agir vraiment pour les gens de gauche. Il vous satisfait. Donc à ce moment-là, puis la même chose pour Françoise David, donc à ce moment-là, ils vont toujours rester et contenter leur base. Et tranquillement, vous allez voir dans les années qui suivent, ce parti-là ne pourra que monter. Tranquillement, mais il va monter. L'Action démocratique, dans le fond, où est-ce qu'elle recommence, où est-ce qu'elle renaît? C'est assez simple. C'est lorsqu'on parle des accommodements raisonnables. Et c'est une autre mesure complètement sociale. C'est pas une mesure fiscale. Hein. Pendant toutes ces années-là précédemment, ok, le budget, tout ça, toutes les mesures fiscales que proposait la DQ, il y a une petite montée. Et après ça, une descente. C'est pas quelque chose qui séduit fondamentalement l'électorat. Même si vous et moi, on sera d'accord sur le fait que, bien sûr, il faut baisser les taxes. Bien sûr, il faut avoir toutes sortes de mesures fiscales, de mesures économiques, de remboursement de la dette, etc. On est tous d'accord quand on est de droite. C'est sûr. On s'ostine même pas. C'est juste, là, je vous parle simplement pour aller chercher des votes. Vous savez comme moi que les Québécois sont des émotifs. Et il faut que la droite soit elle aussi émotive, qu'elle s'adresse aux sentiments des gens. Et vu qu'au Québec, et ça c'est ce qui achale, et je vous le dis là, c'est ce qui achale beaucoup de conservateurs québécois, c'est que la droite ne fait qu'adresser la droite là, telle qu'on l'a entendu à l'ADQ et chez ceux qui se disent de la droite économique. Ce qui les achale, c'est que ces gens n'adressent pas les problèmes qui sont les problèmes du gouvernement du Québec. Juste vous rappeler que 50% du poste budgétaire du gouvernement du Québec, c'est la santé. Et ça, c'est un dossier social. C'est pas juste un dossier qui va se régler de façon administrative, je suis désolé. C'est des choix sociaux. L'éducation, c'est des choix sociaux. La justice, c'est des choix sociaux. Et ça, pensez récemment aux sorties de Pierre-Hugues Boisvenu, par exemple, pour ne nommer que celle-ci. Ce sont des dossiers qui touchent les Québécois. Les Québécois ont quelque chose à dire. Les Québécois pensent. Les Québécois ont quelque chose dans le ventre par rapport à ça. Et il faut qu'un parti de droite, qu'un véhicule de droite, adresse ces questions-là. Tu peux pas tasser ces questions-là. Tu peux pas remettre ça à la comptabilité. Je suis désolé. Et c'est pas strictement des économistes, et je veux pas les exclure de l'équation, bien sûr que non, mais c'est pas strictement des économistes qui peuvent répondre à ça. Il faut répondre aux questions sociales, et la dernière que vous voyez ici, celle des accommodements raisonnables, démontre tout à fait bien que c'est de cette façon qu'un parti qui était un petit peu à droite, donc qui n'était pas un parti de droite, mais un parti qui a parlé à droite, hein,
C'est grâce aux accommodements raisonnables, et personne ne me convaincra du contraire, que Mario Dumont a été capable de faire élire 41 députés. Le problème, vous vous souvenez très bien ce qui s'est passé après, donc ce qui a porté l'ADQ presque au pouvoir, on l'a tassé sous le tapis. On l'a balayé sous le tapis. Et lorsqu'il y a eu la commission Bouchard-Taylor, l'ADQ n'a même pas adressé ce problème-là, ne s'est même pas présenté, alors que c'est le parti qui, quelque part, avait mis le feu au Québec. Avec raison, probablement. Avec cette histoire d'accommodement raisonnable, qui d'ailleurs était arrivée complètement par accident avant un congrès de l'ADQ à l'automne 2006, puis regardez aussi où est-ce que ça se passe la montée, donc automne 2006, quasiment avant le temps des fêtes, là, ben là, Mario Dumont, complètement par accident, répond à une question d'un journaliste du Journal de Montréal qui ne devait même pas l'interroger là-dessus, mais à la fin d'une interview, lui dit, coudonc, tu sais, l'histoire des accommodements raisonnables qu'on a vu dans le journal, qu'est-ce que t'en penses, toi, Mario? Il répond à ça, puis le feu pogne. Le feu pogne. Parce qu'il parle avec son cœur et il parle de quelque chose qui passionne et qui touche les Québécois, c'est-à-dire leur identité. Et ça, il n'y a aucun comptable, il n'y a aucun économiste, en tout respect pour mes amis économistes, il n'y a aucun économiste qui est capable de mettre le doigt là-dessus de façon comptable. C'est impossible. C'est quelque chose qui vient chercher, c'est très, très, très profond. Ça vient chercher votre identité personnelle, vos traditions. Il y a un peu de langue là-dedans, de religion, de tradition, d'histoire. Et ça fait partie de la fibre identitaire du Québécois. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, tout mouvement ou parti véhicule de droite se devra d'adresser les questions sociales. Et tant qu'une certaine droite chiera sur les mouvements sociaux, elle n'arrivera nulle part. Et lorsque des gens nous demandent pourquoi nous avons créé le véhicule du Parti conservateur du Québec, c'est pour que non seulement nous adressions les questions économiques, mais aussi pour adresser les questions sociales, parce que comme gouvernement, tu dois adresser ces questions-là et tu dois donner des réponses concrètes à ces gens-là, aux citoyens du Québec, donc pour qu'ils puissent embarquer avec nous et pour ensuite leur vanter les mérites d'avoir un petit gouvernement, de payer nos dettes, etc., etc. Et tout ça va ensemble. Pourquoi? Et je reviens au début de ma présentation, parce qu'on croit au droit naturel. Et le droit naturel le dit, tu nais avec des droits. Hein, c'est clair, tu nais avec des droits, mais c'est pas le gouvernement qui fait que tu existes. Donc, en réduisant l'influence de ce même gouvernement, tu te conformes aux droits naturels. Alors voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, en espérant vous retrouver dans une prochaine présentation. Ici Jeff Plante, à bientôt.